Bonjour et bienvenue à tous. Merci de nous rejoindre sur ce webinaire qui vous est proposé par Orange Cyberdéfense, dédié aux acteurs de la santé. Comment optimiser votre stratégie de cybersécurité et prévenir les attaques. Je suis Agnès Dacosta, responsable marketing opérationnel. Avant de commencer, je vais rappeler quelques informations utiles. Si vous rencontrez quelques problèmes d'affichage ou encore audio, je vous prie de vérifier votre connexion Internet ou encore si vous êtes bien sur la dernière version de votre navigateur web Mozilla ou Firefox. La séance des questions-réponses se tiendra à la fin. Je vous invite à écrire, en tout cas formuler vos questions au fil de la présentation dans la boîte à questions qui se situe dans votre panneau latéral en bas à droite. Nous les prendrons en compte pour la séance à la fin. Vos micros sont coupés, donc les questions seront par écrit. Et sans plus tarder, je vais déjà afficher mon écran et puis donner la parole à Nicolas Arpagian, notre VP stratégie et affaires publiques RSE, qui va pouvoir introduire nos intervenants, mais aussi le déroulé du programme. Bon webinaire à tous. Merci. Bonjour Nicolas. Merci, bonjour Agnès. Merci pour cet accueil, cette introduction. Donc effectivement, nous allons passer 1 heure ensemble pour parler des problématiques de cybersécurité dans le domaine de la santé et on va essayer de faire ça de manière assez complète, c'est-à-dire que vous donnez des explications sur le contexte de ce risque cyber dans le domaine de la santé. Les dernières semaines, les derniers mois ont permis, hélas, d'illustrer le risque qui pouvait viser ces établissements, ce secteur d'activité en particulier, et donc de manière à ce qu'on ait un état des lieux ou en tout cas une connaissance assez précise de la menace telle qu'elle s'est caractérisée ces derniers temps. Ensuite, on aura le plaisir d'échanger avec Jacques Hulu, qui est responsable de la sécurité opérationnelle de l'assistance publique Hôpitaux de Paris, et de Didier Perret, qui est le DSI de l'assistance publique Hôpitaux de Paris. Effectivement, quand on va parler du domaine de la santé, qui mieux que la PHP, on verra alors évidemment si par les ordres de grandeur, par la volumétrie de son organisation, c'est forcément un cas à part dans le secteur médical français. Il n'empêche qu'il est très instructif de voir l'état d'esprit, les problématiques auxquelles est confrontée cette institution. Et donc, grâce à Jacques et à Didier, on aura justement leur retour d'expérience sur cette phase de numérisation des activités médicales et la manière dont la PHP y a répondu. Simplement, évidemment, toutes les organisations du secteur de la santé ne sont pas de la maturité, de la taille de la PHP, et donc on pourra regarder des options adaptées à des environnements plus limités ou avec des périmètres plus restreints, avec Benjamin Serre qui est en charge, qui est Chief Development Officer d'Orange Cyberdéfense et qui a une expérience opérationnelle justement sur des établissements de santé de tailles différentes, disparates, et donc de manière à pouvoir là encore compléter votre information. Et enfin, avec Laurent Lemaire qui est VP en charge des sales et de la transformation d'Orange Cyberdéfense, on aura un éclairage sur ce plan France Relance qui fait l'actualité institutionnelle, gouvernementale. Simplement, c'est vrai que c'est pas forcément évident de s'y retrouver par rapport à des annonces politiques, de voir comment est-ce que ça peut se décliner dans le domaine, là encore, opérationnel, technique, et puis il faut le dire aussi financier, parce que le plan France Relance, c'est un soutien, c'est une aide, un accompagnement, et donc grâce à Laurent, on aura ainsi des clés pour comprendre les composantes et les prérequis pour bénéficier de ce plan de relance. Alors, sans plus tarder, je voudrais effectivement débuter cette séquence par ce qu'on appelait un paysage, en tout cas un état des lieux de cette cyber-insécurité qui a visé le secteur hospitalier ces derniers mois, ces dernières semaines. Ce qui est impressionnant, c'est la diversité des cibles visées, c'est-à-dire que l'ensemble du territoire national a été concerné. On prenait l'exemple d'Angers, évidemment, mais où des collectivités sont atteintes, et c'est là où le secteur public, souvent dans les villes, le centre hospitalier va être très lié à la municipalité, souvent le maire d'ailleurs va être président du conseil d'administration, et on voit que ce secteur public a été la cible de ces cyberattaques. Alors la première explication, c'est que, et c'est une bonne chose, ce sont des instances qui se sont numérisées ces dernières années.
elle s'appuie sur le numérique pour gagner en efficacité, pour faire en sorte de coordonner les différentes spécialités de l'établissement, que ce soit les laboratoires, les blocs opératoires également pour les interventions, les dossiers des médecins, des dossiers des patients, les liens avec la médecine de ville, les laboratoires et puis évidemment l'agence régionale de santé. Et donc, les attaques qu'on a constatées, c'est essentiellement des campagnes de rançongiciel lorsque, effectivement, de Olon-Sainte-Marie, Briançon, Dax, Villefranche-sur-Saône, on a une espèce de carte de France de cette cyberinsécurité des établissements de santé. Tous sont concernés, tous ont été obligés de fonctionner dans un monde rustique, dégradé. Et donc, c'est vrai que le rançongiciel, le blocage des infrastructures, le blocage des systèmes de messagerie a été le péril numéro un de très grande manière. On a vu également la problématique de la confidentialité, donc les atteintes aux fichiers des patients avec les données de santé. Les données de santé, c'est évidemment une information tout à fait stratégique, tout à fait particulière. Pourquoi? Parce que on va être dans un univers où évidemment l'émotion liée à la santé, à l'importance de cette information, il y a évidemment des données personnelles au titre de la réglementation, le règlement général sur la protection des données, donc avec des régimes de responsabilité pour les établissements qui ont perdu ou se sont fait voler des données. Donc, potentielle démarche contentieuse avec effectivement mise en cause de la responsabilité des établissements de soins. Et la difficulté effectivement de ces domaines, des informations du domaine médical, c'est que contrairement à des informations de base de données marketing par exemple, elles ont évidemment une criticité particulière parce que ça touche l'état de santé de chacun d'entre nous. Et puis ce sont des données qu'on ne peut pas modifier, c'est-à-dire on ne peut pas appliquer les mesures de correction ou de protection qui sont envisagées. Si par exemple une base de données marketing était piratée, on peut changer, on a éventuellement des emails jetables ou des emails à usage unique ou des pseudonymes là. Toutes les informations détenues par les hôpitaux, par les centres de soins sont des informations précises, à jour, réelles et difficilement substituables, c'est-à-dire difficilement remplaçables par des alias s'il fallait effectivement, si on doutait de l'intégrité de ces données. Donc, le sujet, peut-être que ces dernières années, le secteur de la santé pouvait imaginer que la nature, la noblesse de son activité le protégeait en quelque sorte de la cupidité, du caractère crapuleux de ce type d'attaque. Un des enseignements, Orange Cyberdéfense est intervenu dans un grand nombre d'établissements. Un de nos enseignements, c'est qu'il est vraisemblable, et on le voit d'ailleurs dans le mode opératoire des attaquants, que les personnes à la manœuvre n'avaient pas une connaissance initiale de la nature de leur cible. C'est-à-dire que, et ça conforte l'idée qu'un attaquant ne peut pas, enfin, en tout cas, pardon, un établissement de soins, un hôpital, ne peut pas compter sur la nature de son activité ou même sa localisation géographique en disant je suis dans un chef-lieu d'arrondissement, je suis dans une sous-préfecture, donc je ne suis pas au cœur de la géostratégie cyber. Non, parce que la nature des équipements peut vous désigner comme cible et également le système de messagerie restait la porte d'entrée naturelle, en tout cas en statistique, parce que c'est le vecteur le plus facile, le plus accessible pour un pirate. Il va acheter des bases de données, il va acheter effectivement des fichiers qui vont lui permettre d'industrialiser, d'automatiser l'envoi de ces logiciels malveillants dans des pièces jointes, dans des emails, dans des liens infectés contenus dans ces emails. Et puis, une fois qu'il est rentré, il y a évidemment un travail d'identification. Comment est organisée la structure informatique de la cible, quelles sont une espèce de navigation interne de manière à comprendre quelles sont les mesures de sécurité en place, quelles sont les précautions à prendre, quelles sont, en naviguant dans l'architecture, les structures les plus a priori sensibles, donc retrouver des intitulés qui correspondraient à des bases de données attractives, monétisables par des pirates, soit pour les bloquer et faire en sorte que leur non-disponibilité mette en difficulté la cible, la victime, et également potentiellement des exfiltrations, le fait de se dire, voilà, moi, des fichiers de données personnelles
les plus complets possibles. Ils ont une valeur, ils sont monétisables sur des places de marché à l'extérieur. Le Darknet est un terrain propice à ce type d'échange. Pourquoi? Parce que effectivement, tous les usages liés à des fraudes à l'identité, à des opérations de phishing ultérieures, mais un phishing agrémenté, j'allais dire enrichi par la haute valeur ajoutée des informations qui sont ainsi disponibles. Donc, le pirate va se comporter éventuellement comme un administrateur de l'entité, de l'instance ainsi attaquée. Et puis, dès lors qu'il élève les privilèges, c'est-à-dire qu'il va pouvoir prendre la main sur des équipements, il va pouvoir justement créer les dysfonctionnements qui lui conviennent et procéder à des chiffrements et donc s'apercevoir qu'on est dans un univers où il y a une espèce de séquençage qui, hélas, se répète. Et donc, c'est la raison pour laquelle, après, quand on va concevoir des outils de protection, on va pouvoir adapter ces outils de protection à cette expérience que nous avons justement par l'analyse fine des modes opératoires des attaquants dans des environnements variés, dans une multitude d'environnements. Donc, il est important de disposer de cette expertise pour comprendre, et c'est pour ça qu'on consacre beaucoup de temps, d'énergie, de matière grise à l'analyse des modes opératoires des attaquants, parce que ça va nous permettre d'adapter les outils de supervision, les outils de détection, les outils de réponse à incidents. Et donc, on a ainsi un apprentissage continu et donc une amélioration et un renforcement de la performance des acteurs, des éléments de sécurisation des actifs numériques. On est dans un cadre juridique, j'ai parlé des données personnelles, évidemment, avec la réglementation liée à la valorisation, en tout cas à la protection des données. Il s'avère que depuis justement ce mois de mai, l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité, a annoncé que plus de 103 hôpitaux, enfin plus de 100 hôpitaux en France avaient été désignés comme opérateurs de services essentiels. Le pas est important parce que jusqu'à présent, les CHU, les centres hospitaliers universitaires, il y en avait 13 qui avaient le statut d'OIV, d'opérateur d'importance vitale, selon la nomenclature française. Là, on fait x10, on passe à plus d'une centaine qui ont le statut d'OSE. Et donc, on voit bien que ça contribue à hausser le niveau d'exigence et à faire en sorte que justement des investissements, des politiques de sécurité, des outils soient mis en œuvre pour faire en sorte que cette sécurité soit en tout cas une réalité, une perspective quotidienne de la gestion des systèmes d'information. Alors, on fait quand on dispose de moins de ressources en hommes, en infrastructures, qu'on n'a pas forcément cette maturité qui a été celle évoquée par Didier Perret tout à l'heure pour expliquer l'antériorité et le choix d'un certain nombre d'équipements par le passé. Donc, Benjamin Serre, je rappelle, donc, tu es Chief Development Officer d'Orange Cyberdéfense et surtout, et en plus, j'allais dire, très engagé et très expérimenté dans le domaine de l'assistance et de la cybersécurité des établissements de santé. Et donc, comment est-ce qu'on fait quand on est plus petit ou on a moins de ressources que la très impressionnante APHP? Oui, bonjour. En réalité, le service Microsoft a été pensé pour accompagner des structures de taille intermédiaire. C'est une façon pour nous d'industrialiser la surveillance sans toutefois devoir complètement s'adapter à chaque structure et donc de proposer une solution réellement envisageable pour tout type de structure. Pour la PHP, au travers de la cogestion, on rend le service un peu plus flexible, on s'adapte à des compétences qui peuvent exister dans la structure et on répartit un petit peu les rôles. Par contre, le système est complètement transposable, il a été conçu comme ça à la base pour surveiller des structures beaucoup plus petites, jusqu'à moins de 100 machines en fait en réalité. Alors, on s'est appuyé sur la technologie Palo Alto pour l'univers de la santé, tout simplement parce que le modèle de surveillance basé exclusivement sur de l'agent n'est pas complètement transposable dans le monde de la santé. Il y a tout un univers biomédical où il n'est pas forcément possible de déployer des agents. Et finalement, c'est la technologie qui va nous permettre réellement cette industrialisation. Donc, on déploie des agents sur toutes les machines où c'est possible. On va faire une redirection des logs de sécurité périmétrique, donc les logs d'alerte, vers ce cloud où on va pouvoir opérer la surveillance et la machine
Donc, c'est la technologie Cortex qui va émettre des alertes, détecter des comportements suspicieux basés sur des algorithmes de reconnaissance de la menace. Le rôle de l'équipe Microsoc, c'est de traiter tout ce que la machine ne traite pas de façon automatique. Pour tout ce qui est à forte probabilité, on va avoir notamment au niveau des agents des blocages automatiques, comme le ferait une protection de poste de travail plus traditionnelle, qui peut le plus, peut le moins. Et puis après, là où on va vraiment tirer parti de la technologie EDR, c'est sur la détection des comportements suspicieux, mais la probabilité n'est pas assez suffisante pour faire un blocage automatique. Et c'est là où on a besoin de sécurité opérationnelle. Et c'est ce qui manque aujourd'hui dans les établissements de santé. Souvent, la compétence peut exister, mais elle ne peut pas être projetée en continu sur la surveillance. Et les attaquants, ils profitent un peu de ça, en fait, en vrai. Donc, les attaques flash existent, mais souvent, ils sont quand même là depuis plusieurs jours, parfois depuis plusieurs mois. Et l'objectif, finalement, ça va être de traiter ces signaux faibles qui sont illustrés par la solution et de les traiter tous. Donc, supprimer un peu tout ce qui est faux positif, supprimer le bruit inhérent à l'utilisation du système d'information où c'est important d'avoir le signal. Par contre, il n'est pas toujours lié à une activité criminelle, mais par contre, c'est quelque chose qu'il faut quand même regarder et analyser et qualifier. C'est bien le rôle des équipes d'Orange Cyberdéfense. Et lorsqu'on fait face à quelque chose qui est qualifié à une réelle menace, c'est de venir proposer des plans d'action qui peuvent aller jusqu'à du confinement d'une partie du système d'information ou le déploiement de scripts pour supprimer tout un tas de mécanismes de persistance qui peuvent permettre à la menace de rester dans le système d'information et de générer continuellement des alertes. Donc, c'est quelque chose qui est assez important qu'il faut pouvoir traiter. C'est ça aussi la sécurité opérationnelle, garder le contrôle de sa sécurité. Donc, ça, c'est ce qui est apporté par les équipes Orange Cyberdéfense. Soit sur la totalité du périmètre, soit sur la partie sur laquelle on va convenir la cogestion, comme on le fait par exemple avec l'AP. Donc ça, on l'opère sur la partie agent et sur la partie sécurité périmétrique qui permet quand même du coup de garder un œil sur ce qui se passe sur les machines qui sont, elles, pas équipées d'agents et pouvoir, pour celles qui sont équipées d'agents, améliorer le système de détection en combinant, dans la technologie Palo Alto, ça s'appelle stitcher, mais la machine va directement rapprocher les événements liés à l'agent et les événements liés à la sécurité périmétrique. Donc ce travail-là, on n'a pas à le faire. Il faut par contre traiter ces alertes, les qualifier et puis porter des actions ou contacter le client ou l'établissement de santé pour qu'il y ait des actions qui soient réalisées là pour le coup sur les pare-feux où c'est pas complètement cette partie-là n'est pas toujours automatisable. Voilà, donc ça c'est le dispositif global. Il n'y a pas vraiment de prérequis pour mettre en place ça. Il ne faut pas une équipe de sécurité opérationnelle. Cette sécurité opérationnelle peut être confiée et peut être gérée par les équipes Orange Cyberdéfense ou partagée quand on a des équipes de sécurité opérationnelle par cette cogestion. Pour l'amélioration continue, et ça c'est un vrai point important, les attaquants s'adaptent au niveau de sécurité qu'ils vont trouver dans les structures. Donc aujourd'hui, l'état de l'art, effectivement, au niveau des postes de travail et des serveurs, c'est de s'équiper d'un EDR, bien sûr. Par contre, un attaquant peut arriver à traverser parfois les défenses. Et là, ce qu'il faut, c'est réagir le plus rapidement possible. Et ça, c'est ce qu'on va apporter avec le service Microsoc. On surveille énormément de clients. Aujourd'hui, on est quand même très centré sur le segment entreprise, donc c'est tout le secteur public, l'éducation, la santé et le secteur privé en France et dans d'autres pays. On est en train de descendre ce service Microsoc sur les indépendants, les pros, les TPE. Donc on va continuer à augmenter en fait le niveau le nombre de clients dans le service Microsoc, et le service Microsoc va s'améliorer par la croissance de nos clients dans l'offre, tout simplement parce qu'à chaque fois qu'on équipe un de nos clients avec les services Microsoc, on va déployer aussi au travers de ces agents une capacité d'historisation. Et on aime bien, nous, déployer 3 mois d'historisation pour pouvoir justement revenir en arrière lorsque, face à un incident qu'on pourrait observer
sur un établissement ou sur une entreprise, on voit que ça a passé la défense. On va pouvoir déterminer comment on aurait pu le repérer dans les phases. On l'a vu, la kill chain au tout début, il y a plusieurs étapes. Et donc, c'est pas parce qu'on a loupé la une qu'on peut pas observer les étapes suivantes. Et on va venir compléter le dispositif avec des requêtes, mais basées sur la menace observée sur un client donné. Et donc, du coup, lorsqu'on sera en capacité de faire cette détection complémentaire, on va donc améliorer l'outil jusqu'à ce que lui, nativement, soit capable de faire cette détection. Et tous les jours, en fait, on va lancer ces requêtes sur l'ensemble des parcs clients. Donc, tous les serveurs, tous les postes de travail de tous nos clients vont faire l'objet de ces recherches de compromission observées par ailleurs et avec une historisation de 3 mois. Et lorsqu'on est venu consolider dans l'approche XDR les logs de sécurité périmétrique, les alertes de sécurité périmétrique, cette recherche peut également s'opérer sur ce périmètre-là. C'est une façon, finalement, de faire de l'amélioration continue, mais de façon industrialisée sur l'ensemble de nos clients par rapport à ce qu'on observe au niveau de la menace. Voilà. Donc, ce service-là, il est disponible, qu'on soit une petite structure de moins de 100 machines. Demain, encore plus sur des structures même mono, on pourra surveiller des indépendants. Donc, dans l'univers de la médecine en ville, etc., ça, c'est des vrais sujets qui vont arriver. Et puis, des plus grosses structures, comme par exemple ici, c'est illustré avec la présence de la PHP. Donc, ça remplace pas une approche SOC traditionnelle où on va essayer d'être exhaustif dans la recherche de la menace, mais on fait ici on passe un premier palier de surveillance qui est très important et à des niveaux de coûts qui sont relativement acceptables. Là, toute la structure qui vous est présentée, c'est accessible pour la plupart des GHT à moins de 20 € la machine et par an. Donc, ça reste quelque chose qui est abordable là où traditionnellement, les SOC qui étaient extrêmement contextualisés pour chaque organisation n'étaient pas du tout dans ces budgets-là. Un mot sur les marchés, le fait que c'est accessible dans le cadre des marchés déjà existants? Oui, donc pour tout le secteur de la santé, c'est accessible au travers du RESA H, auquel il est possible assez facilement de s'intégrer en signant une convention pour pouvoir adhérer au marché RESA. Et le service Microsoc et ses différentes options sont disponibles dans le marché RESA. Merci Benjamin, parce que ça permet à la fois de rappeler la réalité par rapport à des outils qui jusqu'à présent étaient réservés à des instances dotées de gros volumes, de budget, il faut le dire aussi, extrêmement conséquents, ou qui avaient besoin d'avoir des équipes extrêmement nourries. On voit que ça arrive, et je trouve intéressant cette notion on l'évoquait avec la PHP de cogestion, et le fait surtout que en fait, il y a une démarche vertueuse. La démarche vertueuse, c'est qu'au fur et à mesure que des gens sont connectés à ce système, en fait, leur vie numérique permet de documenter et de caractériser les cyberattaques. Et donc, on gagne et on est d'autant plus renforcé qu'on a ce partage d'informations à l'échelle de toutes les entités ainsi surveillées. Et donc, c'est un élément d'amélioration continue et c'est une dimension importante face à des pirates qui, évidemment, s'adaptent et sont particulièrement opportunistes. On a parlé opérationnel, on a parlé technique, on a même parlé marché avec le cas de RESA et le fait qu'effectivement c'est accessible. Et arrive une dimension supplémentaire à l'occasion de l'actualité gouvernementale qui est ce plan de France Relance cyber. Simplement, on voit que l'intitulé est tout à fait attractif, mais simplement il faut en comprendre les subtilités et qui mieux que Laurent Lemaire, qui est donc le VP Sales et Transformation d'Orange Cyberdéfense pour nous éclairer quant aux subtilités de ce programme. Laurent. Merci Nicolas et bonjour à tous. Avec plaisir, on peut passer 5 minutes ensemble à justement revenir sur le plan France Relance Cyber qui contient la promesse d'un financement complet ou partiel de certaines solutions ou accompagnements cyber. Alors, il a été annoncé officiellement ce plan directement par le président de la République le 18 février de cette année. Et il est sous la gouvernance de l'ANSSI qui va exécuter ce plan. Alors, regardons un petit peu
plus de détails. Voilà. Le volet cyber du plan de relance a donc été annoncé. Il s'agit d'élever le niveau de cybersécurité des organisations publiques. C'est-à-dire que c'est un plan qui est destiné aux entités publiques bien sûr, le but est de réagir aux très nombreuses attaques et de monter le niveau général de l'ensemble des entités publiques en France. Alors, c'est un plan qui est architecturé et dont la gouvernance est confiée à l'ANSSI. Il est doté de 136 millions d'euros de fonds de subventions qui vont être dépensés en totalité en 2021 et en 2022. Et à l'intérieur de ces 136 millions, il est précisé qu'il y a 25 millions qui sont dédiés aux acteurs de la santé. Donc, précisément, nous, aujourd'hui, vous, en l'occurrence, rassemblés aujourd'hui. Au slide d'après, on peut avoir un peu plus de détails encore. On peut passer au slide d'après, Agnès? Ok, merci. Donc, oui, tout à fait, ça vient. Désolé, il y a un petit temps de latence. D'accord, pas de problème. Le parcours est structuré en 2 programmes, on va dire, 2 offres. La première, c'est les parcours de cybersécurité et la deuxième, c'est des appels à projets. Alors, c'est comme ça qu'est architecturé le plan de relance cyber. Les parcours de cybersécurité, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert? C'est le volet principal, disons-le tout de suite, pour les acteurs de santé. L'ANSSI dit assez nettement que c'est les fameux 25 millions là viennent surtout subventionner des parcours de cybersécurité en ce qui concerne les acteurs santé. Alors, il s'agit d'établir un état des lieux de la sécurité et de déterminer les actions de sécurisation à déployer rapidement. Et il y a toute une logistique pour faire ça, mais si je résume simplement, il y a un pré-diagnostic qui va être effectué par des prestataires d'accompagnement qui sont, on va dire, le bras armé de l'ANSSI pour faire un pré-diagnostic et déterminer si l'entité qui sollicite le parcours de cybersécurité et sa subvention associée est plutôt à catégoriser dans les fondations intermédiaires, avancées ou renforcées, quoi. Donc c'est vraiment le parcours n'est pas le même pour chacun. Le parcours est adapté à là où chaque entité en est aujourd'hui, on va dire, de l'exposition à la menace, mais aussi de sa propre maturité et de ses moyens. Et suite à ce pré-diagnostic, eh bien, l'ANSSI va décider ou non de subventionner en totalité, donc c'est 100% de la dépense qui est couverte, ce qu'ils appellent un parcours de cybersécurité, et notamment le pack initial du parcours de cybersécurité. Et ce parcours, donc, il contient un diagnostic à 360 degrés, l'établissement d'une feuille de route cyber et un certain nombre de premières actions de remédiation, bien sûr, la sensibilisation, la formation, un certain nombre de corrections déjà suite à cet état des lieux. Et ce pack initial, entièrement subventionné par l'ANSSI, est réalisé par un prestataire de terrain. Voilà. Donc, vous voyez, une petite combinaison. Le prestataire, comme vous allez le voir au slide d'après, vous, en tant qu'acteur de la santé, si vous voulez en bénéficier, vous vous inscrivez à l'ANSSI. Il y a un prestataire accompagnateur qui va venir faire un pré-diagnostic avec vous pour vous flécher sur l'un des 4 parcours. Et puis ensuite, vous allez faire appel au marché, en l'occurrence à des prestataires terrain qui ont été validés par l'ANSSI, qui pourront réaliser pour vous ce parcours, ce pack initial en tout cas du parcours. Voilà. Une fois le pack initial effectué, il y aura la possibilité de solliciter un pack relais, on va dire, donc j'ai bien fait mon travail, j'ai bien fait toutes les premières actions de remédiation. Est-ce que vous pouvez me subventionner une deuxième fois pour passer à l'étape d'après, et c'est ce qui s'appelle le pack relais. Voilà.
on va dire que le pack relais ressemble un petit peu à la deuxième catégorie qui est représentée ici, c'est-à-dire les appels à projets, c'est-à-dire que on va dire que on est capable de convaincre l'ANSSI qu'on a vraiment besoin d'acheter telle solution. Et donc, merci l'ANSSI de me la financer. Hein. Donc, il y a certaines organisations parmi vous qui choisiront de ne pas candidater au parcours de cybersécurité, mais de candidater directement aux appels à projets, en disant « moi, je sais très bien déjà où j'en suis, je n'ai pas besoin d'un diagnostic initial et je sais que je veux financer telle solution. Est-ce que vous pouvez me cofinancer, s'il vous plaît ?» Ça, c'est l'appel à projet. Et l'ANSSI subventionnera partiellement, non pas complètement, les solutions dans le cadre des appels à projets. À nouveau, hein, je répète, l'ANSSI dit que c'est plutôt les parcours de cybersécurité qui seront privilégiés dans les demandes émanant des structures de santé. Voilà. Si on va au slide d'après, vous avez tout simplement on vous a fait un petit partage sur comment on fait. Alors, pardon. Tout d'abord, juste pour vous dire qu'il y a quelques jours, l'ANSSI a prévenu une centaine d'organisations qui avaient déjà fait la demande que oui, leur demande était acceptée. Okay, donc, il y a aujourd'hui une centaine d'organisations publiques en France qui sont en train de se faire accompagner dans la phase de pré-diagnostic, qui est en train de les flécher vers l'un des 4 parcours de cybersécurité. L'ANSSI affiche vouloir tenir ce rythme de 100 nouveaux bénéficiaires par trimestre pour un total d'à peu près 700 bénéficiaires sur la durée complète du programme et du plan de relance. Voilà. Et donc, au slide d'après, on voit que pour vous inscrire, en fait, il suffit de vous rendre sur le site de l'ANSSI ou de taper sur Internet comment vous inscrire. Et il vous suffit de créer un compte et de commencer à la démarche. Ça va très très vite, c'est de l'ordre de 5 minutes, 5-10 minutes pour donner les précisions et les informations et du coup candidater à l'obtention et à la subvention d'un parcours de cybersécurité entièrement financé par l'ANSSI. Voilà, donc nous au slide suivant côté Orange Cyberdéfense, comment on peut vous aider? Donc on a une équipe dédiée sur le sujet pour vous accompagner si vous le souhaitez dans la procédure de demande de subvention, hein, qui est simple administrativement, mais ça peut être intéressant de la motiver mieux, un peu comme une lettre de motivation pour augmenter ses chances d'être retenue. Évidemment, Orange Cyberdéfense est qualifié prestataire de terrain et donc est préparé, et on a travaillé en amont depuis un petit moment, à accompagner les bénéficiaires des parcours dans les différents types de parcours. Voilà, pour réaliser le pack initial, mais aussi aller plus loin dans votre feuille de route grâce au pack relais si on fait du bon travail collectivement sur le pack initial. Voilà, c'est un petit peu tout sur France Relance. Bien sûr, les parcours de sécurisation, le pack initial et le pack relais, eh bien, donnent l'occasion de faire un diagnostic et de combler ce qui doit l'être en priorité sur les différents métiers de la cyber qui sont résumés ici et pour lesquels Orange Cyberdéfense est prêt à vous accompagner si vous le souhaitez. J'ajoute que dans le slide suivant, et je ne sais pas si les slides seront disponibles, et donc on mentionne l'information de contact, hein, qui pour ceux qui nous connaissent déjà et à travers tout simplement vos contacts commerciaux, et pour ceux qui ne nous connaissent pas encore ou qui n'ont pas de contact commercial, vous pouvez vous adresser directement sur notre site web. L'adresse est ici et on répond à toutes les sollicitations. Merci. Voilà, Nicolas, ce que je souhaitais partager. Merci pour cet éclairage, parce qu'on voit que c'était utile effectivement de clarifier un certain nombre d'éléments sur le quoi, le comment et le quand, parce qu'on a vu qu'il y avait quand même un agenda, un timing, et ça vaut le coup effectivement de bénéficier de ce contexte particulier pour bénéficier là aussi d'un soutien institutionnel de la part de l'État via l'action de l'ANSSI et voir qu'on a quand même peut-être besoin de se faire accompagner, et c'est comme ça vous pourrez trouver Orange Cyberdéfense à vos côtés. Merci
merci à nos différents intervenants. On vous